On va voir comment établir une carte de contrôle grâce au fichier Excel nommé carte de contrôle. Le principe est d'abord d'établir une carte d'observation où on va prélever des échantillons de n pièces régulièrement. Et quand le procédé est sous contrôle, c'est-à-dire une fois qu'on a supprimé les causes assignables du process, eh bien, on va pouvoir figer les limites de contrôle pour se servir de cette carte comme carte de surveillance. Alors, au départ, il faut renseigner ici le type de carte que l'on veut établir. Donc d'abord, quelle est la position choisie? Alors, on a le choix entre moyenne, médiane et valeur individuelle. En général, on choisit moyenne. Et au niveau de la dispersion, ici qu'on appelle échelle, on va choisir entre étendue et écart type. Une fois qu'on a choisi les paramètres que l'on souhaite surveiller, on va définir la taille de l'échantillon que l'on a utilisé pour la carte d'observation. Donc cette taille d'échantillon sera utile pour la suite. Et on va renseigner ici la cible de la variable surveillée ainsi que les tolérances maxi et mini. Ensuite, on va saisir, on va renseigner les paramètres dont on dispose au départ. Donc au niveau des paramètres, soit on connaît l'écart type, donc le sigma de la production, on va sélectionner sigma ici, et la cellule qui figure ici va s'afficher en bleu, on va pouvoir renseigner directement la valeur de sigma. Soit on connaît une estimation de l'écart type au travers d'un échantillon qu'on a prélevé et dont on a calculé l'écart type estimé, soit on connaît l'étendue estimée de cette production, soit on connaît la capacité court terme, soit on dispose de paramètres de position et de dispersion. Donc si on sélectionne cette option, on va pouvoir saisir ces paramètres de position, donc la moyenne ici, et le paramètre de dispersion qui est ici l'étendue, puisqu'on a choisi étendue ici. Et donc on va pouvoir renseigner ici la valeur de la moyenne et de l'étendue de chaque échantillon prélevé pour la carte d'observation. Dans notre cas, on a sélectionné le tableau de saisie, c'est-à-dire que nous avons les données brutes et non le calcul de la moyenne et de l'étendue correspondant. Donc on va saisir les données brutes. Donc les 5 mesures du premier échantillon ici, les 5 mesures du deuxième échantillon, ensuite, etc., etc. Ensuite, donc ces valeurs-là vont permettre au fichier de calculer l'écart type court terme. Donc l'écart type court terme, sigma ct est égal à soit la moyenne des écarts types de chaque échantillon, donc la moyenne de cet écart type, du deuxième échantillon, du troisième, etc., euh, divisé par le coefficient C4. Donc ce coefficient va être cherché dans une autre feuille de calcul qui est cachée ici. Et donc ce coefficient C4 dépend de la taille de l'échantillon que nous avons saisi ici. Alors, ici, comme nous avons choisi l'étendue, de surveiller l'étendue, eh ben, l'écart type court terme ne va pas être calculé à partir de la moyenne des écarts types de tous les échantillons, mais à partir de la moyenne des étendues. Donc, l'étendue de l'échantillon 1 qui est ici, l'étendue du deuxième échantillon, etc. Donc, le fichier, la feuille de calcul fait la moyenne de toutes ces étendues. Donc, l'étendue moyenne est ici. Et il va diviser cette étendue moyenne par le coefficient D2, donc qui est également disponible dans une autre feuille de calcul cachée. Et D2 dépend également de la taille de l'échantillon qu'on a renseigné à 5 ici. Donc cet écart type court terme va permettre au fichier de calculer la capacité court terme CP ici. Donc CP qui est égal à l'intervalle de tolérance, hein, ici,
divisé par 6 écarts types court terme. Alors, grâce à ces valeurs que nous avons saisies ici, le fichier va calculer également l'écart type long terme grâce à la fonction écart type standard. Et en utilisant, sélectionnant toutes ces valeurs, on va avoir cet écart type long terme. Et donc, grâce à cet écart type long terme, on va pouvoir calculer les indices de capacité long terme, PP et PPK, ici. Alors, ces valeurs, d'ailleurs, se retrouvent dans l'onglet capacité, ici, hein, on retrouve ces mêmes valeurs ici. Alors, pour vérifier que le procédé est sous contrôle, on a moyen de vérifier que la distribution suit une loi de Gauss, une loi normale. Donc, grâce au test du Qui2, ici, qui est validé dans ce cas. Ensuite, on va avoir le calcul des limites de contrôle. Donc ici, on va choisir quelle va être la taille de l'échantillon de la carte de contrôle définitive, celle qui va servir à surveiller le procédé une fois qu'il est sous contrôle. Donc cette valeur peut être différente de la carte d'observation qu'on a utilisée au préalable. Alors, les limites de contrôle sont calculées à la fois pour le paramètre de position, donc ici c'est la moyenne, hein, puisqu'on a choisi de suivre la moyenne, et pour le paramètre de dispersion, ici l'étendue, puisqu'on a choisi de suivre l'étendue. On va utiliser les formules de calcul basées ici sur l'étendue moyenne. Donc, pour la limite supérieure, ça va être la cible plus le coefficient A2 fois l'étendue moyenne. Le coefficient A2 va être trouvé dans une feuille de calcul cachée et dépend également de la taille de l'échantillon qu'on a renseigné ici. Donc c'est la même chose de manière symétrique de l'autre côté, hein, en limite inférieure, c'est la cible moins le coefficient A2 fois la moyenne des étendues. Si on avait décidé de suivre la carte des moyennes et des écarts types, ici il aurait utilisé l'écart type moyen, court terme, donc ici, avec le coefficient A3. Alors, pour la carte de la dispersion, donc ici l'étendue, eh bien on va utiliser aussi les formules correspondantes. Donc la limite supérieure de contrôle est égale à D4, coefficient D4, qui dépend de la taille de l'échantillon, fois l'étendue moyenne. Alors ici, on peut voir la taille de l'échantillon minimum nécessaire. Donc c'est vrai qu'on pourrait, en fonction de ça, suivre, dans ce cas, une carte de contrôle avec des échantillons d'une seule pièce, hein. Donc on pourrait venir saisir 1 ici. Ça modifierait un petit peu les calculs ici, puisque les coefficients A2, D3 et D4 dépendent de la taille de l'échantillon. Mais en tout cas, on peut conserver 5 de manière arbitraire, mais en tout cas, le calcul de n qui dépend des risques alpha de détecter à tort un décentrage et du risque bêta de ne pas détecter un décentrage, donc c'est ces risques-là qui permettent de calculer n, et bien ici on voit qu'on peut très bien avoir des échantillons, un échantillon d'une seule valeur. Alors si on décide de ne pas utiliser une carte Shewhart qui permet de surveiller un procédé, mais plutôt des limites élargies, donc qui correspondent à des cartes de type Shewhart. Donc la carte de type Shewhart permet de garantir un niveau de qualité au client. Donc pour ça, on regarde s'il y a suffisamment d'espace entre la limite de contrôle et la tolérance maximum. Donc ici, entre 39,91 et 40,36. Et s'il y a suffisamment d'espace, eh bien, le fichier calcule la limite élargie. Donc cette limite élargie, elle dépend également
de la capacité CPK, limite acceptée, donc c'est-à-dire du décentrage admis sur la production, qui permet d'obtenir un pourcentage de produits non conformes P. Et donc ici, on a imposé ce CPK limite à 1,33. On pourrait très bien être plus exigeant et avoir une valeur supérieure à 1,33 ou être moins exigeant et mettre une valeur inférieure à 1,33. Les valeurs de limite élargie dépendent aussi de l'efficacité de la carte de contrôle à détecter un décentrage. Donc ici, par convention, on fixe ce risque bêta à 5%. On pourrait être moins exigeant et fixer un risque d'erreur à 10%, risque de ne pas détecter un décentrage à 10%. Ou alors, inversement, être plus exigeant et fixer ce risque d'erreur à moins de 5%. Alors, en fonction de ces valeurs ici, et de la place qu'on a entre les limites de contrôle de type Shewhart, les limites de contrôle de la carte Shewhart et des tolérances, eh bien, le fichier va calculer ou pas ces limites. Donc ici, on voit que les limites sont calculées. Alors, en plus de ça, cette carte permet de visualiser graphiquement l'évolution de la production ici grâce aux valeurs qui ont été saisies. Donc on voit la carte de contrôle ici. Alors, il est probable qu'il soit nécessaire de revoir le paramétrage de l'axe des ordonnées. Donc ici, par exemple, on va mettre en valeur minimum 39,6, en valeur maximum 40,2 pour permettre de rendre les données visibles. Donc on voit ici qu'elles sont au-dessus, nettement au-dessus des limites de contrôle et du nominal. On va faire la même chose pour la carte de l'étendue, sinon on ne voit rien. Donc on va fixer le maximum ici à 0,5. Et donc ce qui permet de mieux voir l'évolution de cette dispersion. Et ce qu'on peut voir également, c'est la carte de l'efficacité de la carte de contrôle Shewhart, donc celle qui est basée sur les limites naturelles, donc sur le plus ou moins 3 sigma ici. Et on voit, c'est indiqué également ici, c'est cohérent avec ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que cette courbe d'efficacité se caractérise par un paramètre particulier qui est le point qui permet de voir quel est le décentrage. Ici, on a le décentrage de la moyenne. Quel est le décentrage détecté qui est détecté à 50%. Donc, c'est ce qui est indiqué également ici, c'est-à-dire qu'un écart de 0,050 sigma de la moyenne est détecté une fois sur 2. Donc, c'est indiqué. Ici, on peut regarder, on peut saisir cette valeur-là, hein, cette valeur de décentrage. Donc, moi, j'ai indiqué ce qui figurait ici. Et on voit, on tombe sur 50%. On pourrait regarder ce qui se passe à 0,08 et on verrait que la probabilité de ne pas détecter un décentrage de 0,08 sigma est proche de 0. Voilà donc comment on peut utiliser ce fichier Excel pour calculer les limites d'une carte Shewhart et éventuellement, en fonction de ce qu'on recherche, les limites élargies d'une carte de type Shewhart.